20 years after the Rwanda genocide, we still don't know the truth. We still don't know why it happened. We still don't have any justice. So I guess you could say we could start all over again. Tout ça pour un peu de coltan, un peu d'étain, un peu d'or, un peu de diamant, un peu de je ne sais quelle matière première. Voilà, il n'y a pas de guerre sans motif économique. Les motifs économiques de la guerre du Rwanda n'étaient pas au Rwanda, ils étaient au Congo. Et les Rwandais ont payé très cher la richesse de leurs voisins. « 20 ans plus tard, quand j'écoute depuis quelques jours surtout, l'avalanche de ce que je considère comme des informations fausses. On est dans le mensonge, on est dans le trucage, on est dans la désinformation. J'ai honte pour eux, pour les journalistes, c'est-à-dire ça montre à quel point ils sont dans une pensée unique. Au printemps 1994, le monde est stupéfié par les images du déchaînement de fureur et de violence qui s'est emparé du Rwanda, un petit pays au cœur de la région des Grands Lacs africains et dont la superficie avoisine à peine un tiers de celle de la Suisse. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, jamais le continent noir n'avait connu une catastrophe humaine d'une telle ampleur. La responsabilité de la France dans ces événements est souvent discutée. Ce qui est moins discuté en revanche, c'est l'implication d'autres puissances et d'acteurs insoupçonnés qui ont su jouer leurs cartes dans l'écriture de l'histoire du continent noir. À l'étranger, les troupes politico-militaires en Afrique et notamment au Rwanda où les affrontements se sont poursuivis aujourd'hui. Tout commence le 1er octobre 1990 lorsque le Front patriotique rwandais, mouvement politico-militaire composé d'exilés Tutsis vivant en Ouganda, envahit le Rwanda au moment où le chef de l'État rwandais, M. Juvenal Habyarimana, est en visite de travail aux États-Unis. Juvenal Habyarimana est alors le président en exercice du Rwanda. Son rival est Paul Kagame, le chef de la rébellion Tutsi. Il a été formé à l'école de guerre américaine de Fort Leavenworth, au Kansas. Le président ougandais, Yoweri Museveni, est son parrain. Il entretient alors des relations privilégiées avec Israël, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Kagame n'aurait jamais pris le pouvoir si un Museveni n'avait pas été derrière et un Museveni complètement aidé par les Américains et les Britanniques. Because remember, at the time there were these Renaissance leaders, and the Renaissance leaders were Museveni. Paul Kagame was deemed by the U.S. State Department, the leaders of the United States foreign policy apparatus, as Renaissance leaders. Le président rwandais Juvenal Habyarimana est quant à lui soutenu par la France. Les deux pays ont signé de multiples accords de coopération depuis 1963, une relation qui a le don d'agacer Paul Kagame. Dans notre cas particulier, la France est responsable d'avoir trop soutenu le gouvernement que nous combattons et qui a créé les problèmes auxquels nous devons faire face aujourd'hui. Les rebelles Tutsis avaient parfaitement compris comment fonctionnait la politique internationale, puisque plutôt que d'essayer de convaincre les États, notamment occidentaux, ils ont préféré, avant même le premier coup de feu, de faire du lobbying auprès des associations de droits de l'homme, auprès d'un certain nombre d'ONG, pour les convaincre qu'ils étaient, avant même le premier coup de feu, je souligne, qu'ils
ils étaient victimes d'un génocide. Le mot génocide est employé dès le début. En janvier 1993, une coalition d'ONG présente un rapport qui accuse le président Habyarimana et la France de mener une politique de génocide à l'encontre de la minorité Tutsi. Oui, ce qui nous a beaucoup frappé au Rwanda, c'est à la fois l'ampleur de ces violations, la systématisation, l'organisation même. Et on a parlé de purification ethnique, de génocide, de crimes contre l'humanité dans le pré-rapport que notre commission a établi, et nous insistons beaucoup sur ces mots. Dans cette histoire, de construction d'histoire truquée, il y a d'abord, donc avant le premier coup de feu, il y a déjà un travail très intéressant d'installer les Tutsis comme les bons et les autres comme méchants. Et effectivement, le méchant suprême, c'est le président Habyarimana. Jusqu'à un niveau élevé dans le pouvoir, il y a une responsabilité très grande. Ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que notre pays, qui supporte militairement et financièrement ce système, a une responsabilité. Et j'insiste beaucoup, nous sommes responsables. Vous aussi, Monsieur Mazur, vous pouvez faire quelque chose. Vous devez faire quelque chose. Dans toute cette histoire-là, rôle très très important d'une association française qui s'appelle Survie, présidée par Jean Carbonard. Et il faut reconnaître à Jean Carbonard que c'est un véritable pro de la propagande. Parce qu'il installe sur la deuxième chaîne publique en France que la France, dès 1993, a tout à se reprocher et qu'elle s'est mal conduite. Lorsque Jean Carbonard de l'association Survie présente le rapport de la commission d'enquête, il omet de mentionner qu'il entretient alors d'étroites relations avec le Front patriotique rwandais de Paul Kagame, comme en témoigne cette lettre publiée par le journaliste Charles Onana dans son livre « La France dans la terreur rwandaise ». La lettre est rédigée par Pasteur Bizimungu, le président du Rwanda, après la victoire du FPR. Elle invite Jean Carbonard à poursuivre sa coopération avec le nouveau gouvernement rwandais. Les relations amicales qui unissent le porte-parole de la commission d'enquête Jean Carbonard et le FPR jettent le doute sur le travail des ONG, qui semble consister davantage à jeter de l'huile sur le feu. Pour désamorcer la crise, des pourparlers sont initiés. Ils aboutissent à la signature des accords d'Arusha le 4 août 1993. Ces accords prévoient le partage du pouvoir entre les belligérants dans un gouvernement d'union nationale et de transition, ainsi que l'organisation d'élections dans les mois qui suivent. Moi, la seule chose que j'ai vue de très près, c'est Arusha, lorsque j'y suis allé en juin 1993, c'est l'omniprésence de la déléguée américaine, Mme Joyce Leader, qui était numéro 2 de l'ambassade US à Kigali, qui était extrêmement présente auprès de la délégation du FPR. Je dirais même, pour simplifier les choses, qu'elle coachait le FPR. Les accords d'Arusha étaient des accords qui étaient très déséquilibrés. Ils ont considérablement renforcé le FPR et affaibli le régime du président Habyarimana. Ces accords ont d'une certaine manière ouvert la route à une prise de pouvoir effective du FPR au Rwanda. Sans arrêt, le FPR a montré qu'il était prêt à parler, obtenant des concessions et puis rompant, recommençant à négocier, rompant. Et donc toute l'histoire des accords d'Arusha, où ils avaient déjà obtenu, avant même la conquête du pouvoir, alors que les Tutsis étaient moins de 15% de la population, ils avaient déjà réussi à obtenir la moitié du pouvoir. Mais en réalité, le FPR ne voulait pas la moitié du pouvoir, le FPR voulait la totalité du pouvoir. Donc la façon dont que Kagame a trouvé, elle était évidemment très très efficace, c'est-à-dire, c'est tout simplement de tuer son prédécesseur. En Afrique, 2 chefs d'État sont morts en même temps. Les présidents du Rwanda et du Burundi se trouvaient dans le même avion quand il s'est écrasé. L'appareil aurait été abattu par qui, on ne sait pas encore. Les 3 membres d'équipage français sont morts eux aussi. Et cet attentat a provoqué de nouveaux troubles meurtriers à Kigali, la capitale du Rwanda.
le 7 avril au matin, ma femme m'a appelé, je n'étais pas ici, j'étais à Haute-Vienne à ce moment-là. Ma femme m'a appelé en me disant « Ils ont abattu l'avion du président ». J'ai mesuré immédiatement le drame qui était roulé. Je ne me suis posé aucune question. Qui étaient les auteurs? Je savais que c'était le FPR. Et simplement, je me suis dit « Mais ils sont fous. Ils sont fous parce qu'ils vont déclencher l'apocalypse. » Les associations vont gommer aussi l'attentat, hein, donc, qui, pourtant, tout le monde reconnaît une chose, c'est que c'est le facteur déclenchant du génocide. Mais gommer. Mais pour moi, il est évident que Kagame est à l'origine de cet attentat pour les raisons stratégiques ou tactiques que j'ai indiquées précédemment. D'ailleurs, il l'a reconnu devant la BBC, puisqu'il y a un journaliste qui l'a interrogé, qui l'a poussé un petit peu vers le retranchement, et Kagame a dit très clairement que c'était un acte légitime, puisque c'était un acte de guerre pour abattre le chef de l'ennemi, et qu'il n'avait pas à en rougir. Donc, en gros, donc ça me conforte dans mon opinion. So you didn't have a right to shoot down his plane and to assassinate him. Well, I had a right to fight for my rights. But do you believe you had a right to assassinate him? No, but of course, Habyarimana, having been on the other side that I was fighting, it was possible that he could easily die. Imagine if I had died myself in the same process. Would the same judge be asking about my death, about who killed me? But so I'm saying this is a situation where there was a war that was being fought. Alors, Paul Kagame est-il le commanditaire de l'attentat? Quelle réponse la communauté internationale a-t-elle pu apporter à cette question? En 1996, les Nations Unies décident de diligenter une enquête sur l'attentat du 6 avril 1994. Une équipe d'enquêteurs dirigée par l'avocat australien Michael Regan est mise en place. Et donc c'est cette équipe qui va enquêter directement à Kigali pour savoir en réalité qui sont les responsables de cet acte terroriste. Décédé en décembre 2013, l'avocat australien Michael O'Regan n'a jamais renoncé à l'idée de faire éclater la vérité sur l'attentat. En août 2013, il nous a livré les conclusions de son enquête de 1996 au Rwanda. This group of men was called the Network, and they were working for the then President Paul Kagame, and they said that they'd been given the job to shoot down President Habyarimana's aircraft. And they said that on April 6, 1994, they were in Kigali in a number of sites around the capital, and as Habyarimana's aircraft came into land, they said they fired surface-to-air missiles and shot the aircraft down. Après avoir recueilli des preuves de la responsabilité du FPR dans l'attentat, Michael Regan contacte Madame Louise Arbour, qui est alors la procureure du tribunal pénal international pour le Rwanda, à partir de l'ambassade américaine à Kigali. Ce que Michael Regan n'avait pas réalisé à ce moment, c'est que sa conversation via la ligne sécurisée dans l'ambassade américaine était probablement surveillée par les services américains. Madame Arbour was at the other end of the line in The Hague, the American Embassy. I had a communication with her, informed her of the information that we had learnt in Kigali about the role of President Kagame and his special team. At that time, she was very positive. The only thing that she did say was that it was consistent with some other information which she said she had just learnt of in The Hague, pointing to the same people that I'd been told were responsible for the attack. A few days later, I was in a meeting with Judge Arbour, and at that meeting, she was very aggressive, challenged me on the source of the information, and effectively ordered me to shut the investigation down. No one has ever successfully spoken to Madame Arbour about this. She has never spoken publicly about her reasoning. Kofi Annan has never spoken about it. He was the UN Secretary General at the time. Michael O'Regan avait rassemblé de nombreuses preuves de la responsabilité de Paul Kagame dans l'attentat. Pour quelle raison Louise Arbour lui a-t-elle subitement ordonné de fermer son enquête? Yeah, when you've got something to hide, you're not going to be transparent. So, you know, the sad fact is that Louise Arbour got a promotion
and Madeleine Albright got a promotion. Kofi Annan got a promotion. They all participated in the cover-up of the genocide, and they all got promotions. Carla Del Ponte, c'est son nom, est une magistrate de choc qui a déjà fait ses preuves dans la lutte contre la mafia russe et le crime international organisé. Elle succède à Louise Arbour qui a su forger la crédibilité du TPI. Celle qui va remplacer Louise Arbour au TPR, Madame Carla Del Ponte, va reprendre les enquêtes sur les crimes du FPR au Rwanda, y compris l'attentat. Une cabale sera montée par Kigali, soutenue par ses parrains britanniques et américains, pour la défaire du tribunal pénal international pour le Rwanda. Le seul grain de sable dans l'histoire, dans le logiciel des Blancs menteurs derrière Kagame, seul possible grain de sable, c'est l'attentat. C'est qui est le commanditaire de l'attentat. Comme l'a dit Carla Del Ponte, s'il s'avérait que c'était Kagame, ça changerait toute l'histoire. Hein. Et de façon mécanique, ça détruirait le logiciel actuel. Le fait qui m'a toujours empêché de partir d'un côté ou de l'autre, c'est que si c'était Kagame qui avait descendu l'avion, c'était Kagame le premier responsable du génocide des Hutus sur les Tutsis. Parce que s'il a fait ça, il l'a fait à propos, n'est-ce pas? Et moi, je trouvais ça vraiment une chose, vous savez, diabolique. Mais naturellement, le diable existe. Donc, on ne sait jamais. Le problème dans l'histoire officielle de la tragédie rwandaise est qu'on a très vite écrit l'histoire avant de réfléchir. Donc, dans le dossier de Rwanda, tout point de vue dissident est très vite vilipendé et son auteur calomnié. Certains faiseurs d'opinion n'hésitent pas à se comporter comme des agents de police au service du pouvoir Tutsi de Rwanda ou de la cause ethnique Tutsi, au point qu'on n'hésite plus aujourd'hui à faire une analogie entre les événements du Rwanda et la Shoah. I'll have the privilege of moderating a discussion that includes two individuals who have done extraordinary work in combating genocide throughout the world, as Paul Kagame is credited for putting an end to the genocide in Rwanda in 1994, and of course, Elie Wiesel is the living embodiment of the 6 million martyrs of the Holocaust. C'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas d'accord avec la version relayée en France, notamment par Survie, vous êtes négationniste, révisionniste, et à partir du moment où vous avez dit ces termes, on suggère que vous êtes antisémite. Moi, j'ai l'habitude d'avoir des procès, j'en ai eu une cinquantaine dans ma vie. Ça ne m'a fait ni chaud ni froid, ou pas, en tout cas pas très froid. Mais là, c'était autre chose. En octobre 2006, SOS Racisme dépose une plainte pour diffamation raciale et discrimination raciste envers Pierre Péan et son livre Noir Fureur, Blanc menteur. Il a fallu attendre le procès pour comprendre que le rôle de l'UJF était au moins aussi fort que SOS Racisme. Et puisque, à la barre, l'ancien président de l'UEJF, qui était Benjamin Aptan, a comparé ce que j'avais fait, soit à Forisson et même à Goebbels. En 2006, l'Union des étudiants juifs de France se rend au Rwanda en compagnie de Christiane Taubira, alors députée de Guyane. De ses débuts, mais également on garde la mémoire de ces étudiants rescapés et de la mémoire de la Shoah. Alors j'ai observé depuis ces 2 jours que nous avons passés avec vous que vous avez une perception particulière des Juifs parce que vous les percevez comme étant pour vous des frères en détresse.
leur histoire, des frères en détresse. Je me suis demandé, me suis posé comme question, pourquoi la communauté, une partie importante de la communauté juive soutient à fond Kagame. J'avais déjà travaillé un peu sur les États-Unis, j'avais déjà travaillé un peu sur les Anglais, etc., pour savoir leur rôle dans la guerre, etc., dans leur soutien aux rebelles Tutsis, mais je n'avais pas vu le rôle d'Israël. Et donc, c'est comme ça que je me suis intéressé au rôle d'Israël en Afrique en général et au Rwanda en particulier. Et donc, c'est là que je me suis aperçu à quel point, au fond, la seule puissance qui avait une politique cohérente depuis sa création, c'était Israël. Donc, elle n'a pas bougé, considérant qu'une bonne partie de l'Afrique ait la profondeur stratégique qu'elle n'a pas. Le rôle géopolitique de Paul Kagame s'est précisé au fil des années. Il est un acteur important des stratégies anglo-américaines et israéliennes en Afrique centrale. C'est pour cette raison que les crimes de FPR dans la région sont occultés au nom du génocide des Tutsis. Right. I think the French were there because of its relationship, because of the French relationship with the Rwandan government, who did not have a relationship with the Rwandan government were the Western powers other than France, the United States, who were interested in regime change, because the United States policy was regime change. Il faut revoir toute cette période-là avec Washington à un degré qu'on ne connaît pas complètement aujourd'hui, mais qu'on connaîtra un jour, qui est, à mon avis, d'un degré important, où c'est un changement de la géopolitique, un changement fondamental. Je dirais, pour commencer, il faut tenir compte du fait que c'était au lendemain de la chute du mur de Berlin, que l'ordre du monde avait changé, que le gendarme de l'Afrique, qui était la France, qui préservait l'Afrique pour le monde occidental, n'avait plus la même utilité, n'avait plus la même légitimité aux yeux de certains, à la corne orientale de l'Afrique, et que d'autres, ou les mêmes, ont souhaité rentrer au riche Congo voisin par la porte du Rwanda. Et pour ce faire, il fallait faire sauter les Français et le président Habyarimana, qui était allié des Français, pour pouvoir s'attribuer les richesses du Kivu et du Congo. C'est une guerre qui a commencé en 1990, qui continue aujourd'hui. C'est une affaire d'actualité. Les affaires du M23, le démembrement de la République du Congo actuelle, qui est toujours, semble-t-il, à l'ordre du jour dans l'esprit de certains, les affaires du Kivu, les 6 millions de morts, semble-t-il, qu'il y a eu au Congo voisin depuis 1990, tout ça pour un peu de coltan, un peu d'étain, un peu d'or, un peu de diamant, un peu de je ne sais quelle matière première. Voilà, il n'y a pas de guerre sans motif économique. Les motifs économiques de la guerre du Rwanda n'étaient pas au Rwanda, ils étaient au Congo. Et les Rwandais ont payé très cher la richesse de leurs voisins.